Je suis à l'étranger. Écoutez, il y a une succession d'événements que beaucoup ont pu voir. Procès, 22 avril, etc. Bon. Il y a eu un verdict qui m'a radié de la liste électorale. Ensuite, très rapidement, le gouvernement s'est empressé de faire une conférence de presse pour dire que j'étais ivoirien. J'avais demandé le 10 avril un certificat de nationalité, demande qui a été rejetée par courrier. Et donc, je crois, 23 avril, le gouvernement dit « je suis ivoirien ». Donc, nous avons demandé un certificat de nationalité par mon avocat. Nous sommes le 26 juillet, nous ne l'avons toujours pas. Donc voilà un gouvernement qui d'un côté dit que je suis ivoirien, je suis redevenu ivoirien. Après avoir cette théorie, renoncé à votre nationalité française. Cette théorie qui est qu'on peut perdre une nationalité automatiquement, d'après ce gouvernement-là, et on peut la retrouver automatiquement. Les mots qui ont été utilisés, c'était que ma nationalité était en sommeil, ce qui est un concept inconnu de tous les juristes. Alors moi j'ai envie de comprendre, est-ce que vous êtes en exil ou bien est-ce que vous êtes... Ici, j'attends le minimum de garantie pour pouvoir faire mon travail de président du parti en toute sérénité. Donc il y a une menace qu'on vous arrête par exemple. Il y a eu, écoutez... il y a eu un entretien de mon frère Augustin qui se trouve être membre du RHDP et quelqu'un d'autorisé en Côte d'Ivoire qui lui a dit ceci: si ton frère met le pied en Côte d'Ivoire, il sera arrêté. Je l'arrête immédiatement. Pour quel motif? Il faut poser la question aux auteurs de ces propos. Après avoir renoncé à votre nationalité. On parle du CNT de 2020, CNT auquel je me suis opposé par écrit. Il y a un communiqué qui existe que tous peuvent consulter sur Internet en disant que le CNT c'était le Conseil national d'opposition, qu'il fallait rester dans la légalité. J'ai fait une déclaration officielle en 2020. Il paraît qu'il faut m'interroger sur le rôle que j'aurais joué depuis Paris en n'étant pas rentré en Côte d'Ivoire depuis 20 ans dans le CNT. Donc, enfin, on invente n'importe quel prétexte. Les gens se posent la question de savoir. Des menaces physiques, dont j'ai dit sur France 24 qu'elles m'avaient été faites par des voies autorisées. Donc c'est une situation qui ne devrait pas exister. Parce que je suis un citoyen ivoirien. Je n'ai jamais commis de crime dans ma vie. Effectivement, j'ai été élu démocratiquement à la tête du PDCI et j'ai été désigné par le PDCI. On va en parler dans un instant, puisqu'on va arriver à cette question-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme papier? Vous avez renoncé à votre nationalité française. Alors, plusieurs ministres ont dit qu'il fallait me les retirer. Mais vous vivez en France comment? Mais pour l'instant, j'ai des papiers ivoiriens. J'ai un passeport ivoirien valide. Et avec un visa? Il m'a été délivré, j'avais un visa, il m'a été délivré une carte de séjour également. Alors, tout le monde dit, Tidjane Thiam est connu comme un homme de dossier, à un certain niveau. Et quand on veut se présenter à la présidentielle, on doit connaître tous les textes. Ce qu'on vous reproche, c'est d'avoir obtenu une nationalité qui, de fait, annulait votre nationalité ivoirienne. Cet article 48, vous ne le connaissez pas? Je ne le connaissais pas. Comment vous pouvez Je ne connais pas la constitution ivoirienne, je ne connais pas le code de la nationalité ivoirienne par cœur. Et à chaque fois que j'ai fait des réunions, j'ai demandé dans la salle qui connaissait cet article. Personne n'a jamais levé la main. J'ai été interrogé par des journalistes ivoiriens, je leur ai demandé, ils ne le savaient pas. Attendez, monsieur, je suis désolé, il y a quand même des principes universels dans l'application des lois. C'est une loi de 61. Est-ce que vous connaissez la genèse de cette loi? Une loi française. Ce qui s'est passé dans nos pays à l'indépendance, puisqu'on n'avait pas de corpus de lois. C'est on a pris les lois françaises et on les a essentiellement mises dans comme la Constitution. Voilà, dans le droit ivoirien. C'est une loi qui avait son origine dans la Première Guerre mondiale, parce qu'après la Première Guerre mondiale, la France avait prolongé la durée du service militaire. C'est une hécatombe humaine. Donc, les petits Français avaient commencé à faire du tourisme pour le service militaire, prendre d'autres nationalités pour échapper au service militaire français. L'alinéa 2 d'ailleurs de cet article 48 fait référence au tableau de recensement militaire. Donc, c'était dissuasif pour empêcher les gens de prendre une autre nationalité. On a dit, si vous prenez une autre nationalité, vous allez perdre la nationalité française. Mais il a toujours été clair, c'était par décret. Ça ne peut pas être automatique. La nationalité, c'est un droit inaliénable. Okay? Alors, mais en même temps, c'est une en 1973, la France a abrogé cette disposition. Cette disposition en Côte d'Ivoire n'a jamais été appliquée. Monsieur Foucault, vous devez vous prémunir, il y a un usage. Elle a été appliquée une fois. Non, en 2011. Attendez, d'abord, on se gargarise parce que ça les fait plus sourire. Oui, c'est la loi de son grand-père. On lui a appliqué la loi de son grand-père. À ma connaissance, monsieur le président, Houphouët-Boigny était président de Côte d'Ivoire de 1960 à 1993. Je mets au défi quiconque de trouver un seul exemple d'application de cette loi en 32 ans, de 61 à 40. Du vivant du président Houphouët, cette loi n'a jamais été appliquée. Pas une fois. Mais ça ne veut pas que cette loi n'existe pas, monsieur Thiam. C'est un concept de désuétude. L'usage crée le droit. Dans le droit, quand une loi, vous pourrez trouver des lois qui n'ont pas été annulées, qui permettent d'écarteler les gens. Okay, il y a plein de lois dans le droit universel qui ne sont pas appliquées, elles tombent en désuétude, tout le monde ignore leur existence. Celle-là n'a jamais été appliquée, aucun Ivoirien n'en était conscient. Vous voulez que je vous fasse la liste des Ivoiriens qui ont pris une autre nationalité, qui ont exercé de hautes fonctions? Aboudrahmane Cissé a pris la nationalité britannique quand il était chez Goldman Sachs, il a été nommé secrétaire général de la présidence à Abidjan, il a été ministre du pétrole. D'après leur théorie, il n'est pas ivoirien puisqu'on peut perdre automatiquement la nationalité ivoirienne. C'est une aberration. Alors, le fameux exemple qui est cité, c'est celui de 2011, où la Cour constitutionnelle de Francis Laudier a rejeté une candidature à la députation d'un monsieur Tioté. Ce monsieur Tioté, il avait pris la nationalité française. Il est toujours ivoirien, il est inscrit. À l'heure où je vous parle, nous l'avons prouvé à tous les journalistes, il est inscrit sur la liste électorale. Donc, le précédent dont vous parlez, il n'existe pas. Donc, je maintiens qu'en 64 ans, cette loi n'avait jamais été appliquée. Comment vous voulez que quelqu'un puisse imaginer qu'elle le sera? Mais elle ne fait pas de la loi. Il y a tout le PDCI. Elle n'a pas été Elle n'a jamais été appliquée. Il y a des centaines de milliers de gens sur la liste électorale aujourd'hui qui sont des doubles nationaux. Alors comment expliquez-vous que ça arrive à vous? Ah, mais ça, c'est vous la question. Expliquez. C'est comme ça veut dire quoi concrètement? On tombe quelque part. Une loi, il y a 30 millions d'Ivoiriens, il y a des millions de naturalisés. Vous pensez qu'on a peur de vous, que le président Ouattara a peur de votre candidature? Je pense qu'on a tout fait, nous on savait, on va vous donner les noms, il y avait une équipe à peu près de 10 juristes qui a fouillé le droit ivoirien pour trouver un moyen de m'éliminer. Si ça n'avait pas été ça, ça aurait été autre chose, je vous assure. S'il avait fallu dire que si on mesure plus d'un mètre... Pourquoi on vous éliminer vous?
c'est toute personne qui est en position de gagner. Moi, si vous voulez qu'on regarde les sondages, on a fait des sondages qui sont publics, on les a publiés. De Messina Group, c'est le groupe... C'est un groupe qui fait du conseil en activité politique. C'était le directeur de campagne d'un certain Barack Obama en 2008 et en 2012, qui a gagné 2 élections américaines. Dans ce sondage, je vois, second tour des élections, vous êtes opposé à Alassane Ouattara et vous avez 57% des voix contre 43%. C'est ce que nous disent nos sondages. On trouve que Alassane a fait à 33%. Beaucoup, 59%, de donner la chance à quelqu'un d'autre. Et pour un qui dit oui, il y en a 2 qui disent non. C'est une majorité assez forte. Alors là, c'est le classement de la popularité. C'est classique. En politique, on fait opinion favorable, moins opinion défavorable. Et on fait le sol. Bon, on peut vous dire aussi que ce sondage-là, quelle crédibilité lui donne? Non, mais on a tout publié. Les données sont vérifiables. On a rendu public. Donc en fait, pour vous, c'est de l'acharnement de la part d'Alassane Ouattara. C'est un refus de permettre une alternance. Écoutez, il y a tellement de choses qui se disent sur mon compte. Aujourd'hui, je vais être un peu plus ouvert. Alors on va y aller progressivement. Pourquoi est-ce qu'il y a quelque temps, le même Alassane Dramane Ouattara vous a donné un passeport ordinaire? D'abord, quand je l'ai vu, je lui ai dit que je n'avais plus de papier ivoirien. Donc il était bien clair que j'ai bien dû vivre pendant toutes ces années avec une nationalité. D'accord? La française. Oui, donc le fait que j'étais français était connu de tous. On m'a redonné des papiers que je n'avais plus. On a même fait un film institutionnel à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Pour fêter, j'ai rempli les formulaires. Sur ordre du président Ouattara? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et quel était le deal? Parce qu'il ne vous a pas donné ça sans deal, monsieur Thiam. Il y avait un deal quand même. Absolument pas de deal. Monsieur Thiam, moi je vais vous poser la question de façon très claire. Absolument pas de deal. Il a été dit que vous lui avez promis que vous ne serez pas candidat s'il était candidat lui aussi. Je vais vous raconter, cette histoire circule tellement, promue par beaucoup de gens au RHDP. Je vais vous dire au moins ce qui s'est passé. Donc, en 2022, après avoir eu mon passeport en juin, donc je ne voulais pas rentrer en Côte d'Ivoire avec un passeport français. Voilà d'où tout est venu. Sinon, j'aurais pu prendre un avion avec un passeport. Je voulais revenir dans mon pays, étant parti en 2000. Après un coup d'État, dans des conditions très douloureuses pour moi, je ne voulais pas revenir avec un passeport français. Donc c'est pour ça que j'ai obtenu le passeport ivoirien. Le passeport vert, ils m'ont dit que la valise diplomatique passait seulement de temps en temps, que j'avais droit au passeport diplomatique, mais il aurait fallu que j'attende que la valise passe à l'ambassade de Paris. C'est pour ça qu'ils m'ont donné un passeport. Il n'y a pas de deal. Pour fournir un passeport vert, quand même, ça ne se donne pas comme ça, on donne des documents. J'ai vu la difficulté avec laquelle, par exemple, le président Gbagbo a eu du mal à avoir les... J'ai le dossier, j'ai donné un certificat de nationalité qui a été délivré à Toumoudi, que ma famille est allée chercher. Mais vous aviez un certificat de nationalité alors que vous aviez un passeport français? Oui, mais parce que je n'en ai jamais empêché. Écoutez, je ne veux pas citer trop de noms, mais le nombre d'Ivoiriens qui ont un passeport français, vous rigolez? Vous rigolez? Vous êtes sérieux? Et qui ont des papiers ivoiriens, mais il y en a des dizaines de milliers. Est-ce qu'à un moment, vous lui avez dit au président Ouattara que vous ne serez pas candidat s'il est candidat? J'arrive, je vous fais la genèse des choses. Août 2022, mon souhait, parce que moi je fais des vœux, c'était que si Dieu faisait, parce que je suis parti vraiment de Côte d'Ivoire dans des conditions douloureuses, en 2000 après le coup d'État. Après ça, j'ai aidé, moi je n'aime pas les pouvoirs militaires, j'ai aidé le président Gbagbo à faire partir le général Gueye. Quand le général Gueye est parti en 2000, le président Gbagbo m'a demandé de revenir en Côte d'Ivoire. Je suis revenu pour 24 heures. Il m'a fait l'honneur de me recevoir avec son épouse, Simone, et ma sœur, Yamoussou. Il m'a dit qu'ils avaient fait un sondage au FPI et qu'ils envisageaient de me nommer Premier ministre. Et je lui ai dit, moi, je ne souhaite plus faire de politique. Ça a été une expérience de 6 ans. J'ai repris ma carrière dans le privé. Je suis content qu'il y ait un civil au pouvoir en Côte d'Ivoire. Vraiment, on reste en contact, mais merci. Il m'en a pas tenu rigueur, je suis parti. Comment je suis parti? La dernière fois de Côte d'Ivoire en novembre 2000. Août 2022. Je vous passe les détails. Je reviens, le président a insisté pour que je voulais aller d'abord saluer le président Bédié. Il avait été mon patron, je voulais aller à Yamoussoukro, je voulais atterrir à Yamoussoukro. Ça ne m'a pas été autorisé. On dit qu'il fallait que j'atterrisse à Abidjan, que je voulais voir le président Ouattara en premier. Que j'ai accepté. Oui. Vous étiez en avion privé, on a dit de ne pas atterrir. Avant de partir, on a soumis un plan de vol qui a été rejeté. On n'a pas eu d'autorisation d'atterrir à Yamoussoukro. Est-ce que c'est le président qui... C'est le président, c'est écrit, ce sont les textes, c'est le président de la République qui donne les autorisations d'atterrissage de jet privé en Côte d'Ivoire. Moi j'ai découvert ça à l'occasion de ça. Sur le Sibérie, je vais faire ma recherche et savoir ça, non, je ne savais pas ça. Bon, on découvre des choses. Donc je suis allé le voir respectueusement avec mon grand frère Augustin, mon grand frère Aziz, ma grande sœur Yamoussou, je suis le plus jeune, on est 4 survivants. Toute la famille Thiam, il nous a reçus très gentiment, lui-même et sa femme, chez lui à Cocody. J'avais beaucoup réfléchi à cet entretien. Donc on a échangé des amabilités. Et ensuite, je lui ai dit, monsieur le président, est-ce que je peux avoir un tête-à-tête avec vous? D'ailleurs, ce que j'ai fait aussi avec le président Gbagbo, qui m'a reçu par la suite, avec le président Bédié. Chaque fois, j'ai demandé un tête-à-tête. Il y a trop d'oreilles en Afrique. Et voici ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, moi j'ai des ambitions, je reviens en Côte d'Ivoire avec des ambitions pour faire de la politique, peut-être un jour être candidat à la présidence. Donc, mais là, on est dans le 3e mandat, on a vu ce qui s'est passé en 2020. J'ai besoin de connaître vos intentions. Il me sera difficile d'être candidat si vous êtes le nouveau candidat. Donc il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, non, parce que moi j'ai fini, ce 3e mandat c'est exceptionnel, je ne serai pas candidat. Il vous dit qu'il a fini, il ne sera pas candidat. Je maintiens. Je ne serai pas candidat, donc ça veut dire que ça vous ouvre la porte. Voilà. Mais d'où vient-il alors qu'on dise que non, vous avez... Ça, c'est eux qui le répètent. J'ai dit, il me sera difficile d'être candidat si vous êtes candidat, et donc je veux savoir. S'il m'avait dit à cette époque-là, mais tout aurait été différent. Et malheureusement, comme il y a dans les affaires policières, il y a des témoins contemporains. Parce que mon frère Aziz, j'ai toute confiance en lui, dès qu'on est sorti, je lui ai raconté l'entretien. Donc il y a des témoins contemporains, c'est pas une histoire que j'invente aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Là où je me suis dit, il y a de l'eau dans le gaz, c'est quand j'ai commencé à faire campagne en 2023, que j'ai vu le niveau de toxicité de ce que le RHDP disait sur moi, le niveau de violence déjà, pour m'empêcher d'être président du PDCI. Vous savez quand même ce qui s'est passé. Le congrès devait avoir lieu le 15 décembre 2023 à l'Hôtel Ivoire. On a suscité 2 plaintes de 2 secrétaires généraux de section, 2 plaintes bidons sur 6800, qui sont allés l'après-midi à une session du tribunal à laquelle nous n'avons pas assisté, contre le PDCI.
Moi, je cherche, on avait des rumeurs en disant ils vont interdire votre corruption. On a des sources dans la police. La police était déjà informée cet après-midi-là qu'ils allaient intervenir pour interdire notre congrès. Ils nous l'ont dit. Mais certains n'y croyaient pas. Bon. Donc l'affaire tourne jusqu'à 20h. On est même remonté jusqu'au ministre de la Justice pour essayer de savoir. Et on nous a dit non, mais si une décision pareille avait été prise, le ministre est au courant. À 2h du matin, 39 cargos de police. On envoie 39 cargos de police à quelqu'un avec qui on a un dit. Moi, je travaille de façon moderne. J'ai toujours des sondages. J'avais des sondages. Mon estimation, c'est que j'aurais 93% des voix. Eux, ils avaient les mêmes sondages. Ils savaient que j'allais être élu. 39 cargos de police. Donc, la première agression, le 9 décembre 2023, j'ai dit ceci, dans un grand discours à Yamoussoukro pour lancer ma campagne, pour être président du PDCI, que nous étions un parti qui avait l'ambition de diriger le pays, qu'on était un parti national, et j'ai dit ceci, j'ai dit qu'il fallait que le PDCI revienne au Nord. Je n'ai pas dit qu'on reconquiert le Nord, qu'on domine le Nord, j'ai juste qu'on revienne au Nord. Et c'est là que M. Bakongo, le dimanche, m'a injurié en disant que je ne portais pas les mêmes boucles que les autres, m'a injurié en Djoula, que je m'étais enfui au premier tir de Kalachnikov. Donc, ces agressions idiotes ont commencé dès fin 2023. Ensuite, on m'a empêché de tenir le congrès. Il a fallu qu'on ruse, qu'on déplace le congrès à Yamoussoukro parce qu'ils avaient commis l'erreur d'interdire la tenue du congrès à Abidjan. D'accord? Donc on a décidé de tenir le samedi à Abidjan. Et le jeudi, les deux mêmes ont reporté plainte. Le jeudi à 17h, ils étaient prêts. La même juge d'ailleurs, qui a statué le 22 avril 2025, c'est la même juge, qui a fait l'opération du 15 décembre 2023, interdisant mon congrès. Et ensuite, le jeudi, devait statuer sur la nouvelle plainte, parce que maintenant, ils voulaient qu'il soit interdit pour toujours, sur toute l'étendue du territoire, d'élire un nouveau président. Où est-ce qu'on a vu un parti comme le PDCI? Et c'est la décision de justice qui était prête. J'ai dû ruser. On a trouvé le matin un des deux qui était caché à Gand là-haut. On l'a ramené à Abidjan et on les a convaincus tous les deux. Ils ont retiré leur plainte à 16h45. Voilà comment l'affaire a pu se faire et j'ai pu être élu le samedi avec 96,47% des voix. Qu'est-ce qui peut susciter autant d'animosité? Est-ce que ça veut dire très clairement que même si ce n'est pas encore annoncé, il est clair que le président Alassane Dramane Ouattara sera candidat? Ça fait pas nombre de doutes. Il aurait peur de vous croiser? Moi, je ne sais pas. Moi, j'aurais géré ça différemment. Vu la conversation qu'on a eue, si, dans la vie, on peut changer d'avis. Le président, on peut bannir il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais d'avis. Il m'a dit ça en août 2022. Si après les circonstances ont évolué, et même mon aîné, il estime qu'il n'a pas à s'expliquer devant moi, mais il m'envoie quelqu'un pour dire, bon voilà, jeune frère, on avait eu cette conversation, je t'ai dit que je n'allais pas me présenter, mais les circonstances ont changé, je te demande en tant que patriote, en tant qu'Ivoirien, est-ce que cette démarche a eu lieu? Alors, tant que cette démarche n'a pas eu lieu, vous ne vous êtes plus jamais revu, alors on doit se taire et cesser de m'accuser et de me traiter de menteur, parce que c'est pas moi le menteur. C'est pas moi le menteur. Autre discussion que l'on écoute, enfin, autre réflexion que l'on écoute pas mal. Tidiane Thiam, est-ce que vous êtes le candidat de Paris? Parce que mais c'est ridicule. C'est ridicule. Votre proximité avec Emmanuel Macron fait que certains soient comme le candidat de Paris. Toute personne qui me connaît sait que je ne mélange pas le personnel et le professionnel. Il y a suffisamment de gens dans mon entourage qui en ont pâti. Je ne mélange pas. Mais vous savez très bien que dans le climat actuel. Et comme il est, attendez, sur la France, vraiment, j'ai écrit un article. Qu'est-ce qu'être français? C'était BBA qui m'avait demandé de l'écrire. Où j'ai parlé de la discrimination dont j'ai été victime en France. Moi, je suis allé en Angleterre en 2002 parce que mon épouse qui était américaine m'a dit tu ne seras jamais rien ici. Ils sont tellement racistes, tu ne seras jamais rien. Et je l'ai écrit. Enfin, mes camarades de promotion. Frédéric Oudéa a été patron de la Société Générale. Comment il s'appelle? Qui a été patron de. Son nom m'échappe, je suis fatigué. De BNP Paribas, son nom me reviendra. Il est de ma promotion. Tous mes camarades de promotion, patron de LVMH. Et moi, j'avais aucune proposition. Je suis allé en Angleterre, en 7 ans, je suis devenu. Non, mais peut-être qu'on se repêche un peu en se disant Tidiane Thiam, il va être. La France, ils vont donner des prix. La France, cet homme que la France regrette d'avoir laissé partir, j'ai vu tout ça. La France sait très bien que. Moi, aujourd'hui, vous nous garantissez que derrière vous, il n'y a pas une puissance européenne qui soit. Tous les Ivoiriens savent. Toute ma vie, je me suis battu pour la Côte d'Ivoire. J'ai été nommé le 20 avril 1994. Premier Ivoirien, je le rappelle. À l'époque, la théorie de M. Ouattara et de son régime, c'est que j'ai cessé d'être Ivoirien en 87. On y reviendra. 1987. 94. J'ai été nommé patron de la DGTX. Après Antoine Césario, Philippe Sorel-Eiffel, qui s'est exprimé récemment. Bon, j'ai été nommé. Il y avait 150 expatriés à la DCGTX sur 4000 employés. Il y avait donc 3850 Ivoiriens. Les 150 expatriés faisaient pratiquement 50% de la masse salariale. J'ai dit, le temps des colonies est fini. Je suis arrivé, après la dévaluation, j'ai dit, on vous propose à tous des contrats locaux. On va vous payer les mêmes conditions. Vous êtes tous là depuis 15 ans, 20 ans, vous aimez la Côte d'Ivoire. Vous allez rester à des conditions ivoiriennes. Sur 150, il y en a 141 qui ont refusé. Je les ai licenciés. J'ai eu le chef de la mission de coopération dans mon opinion. Monsieur, tiens, on peut savoir si vous êtes pour ou contre la France. Je lui ai dit, monsieur, ni l'un ni l'autre. Moi, c'est la Côte d'Ivoire qui paye mon salaire. Je suis pour la Côte d'Ivoire. Chaque fois que la France fera des choses qui sont dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, ça ira. Et chaque fois qu'elle fera des choses qui sont contre l'intérêt de la Côte d'Ivoire, ça n'ira pas. Quand j'ai fait la centrale d'Azito en 97, qui a été un record mondial, c'était une lutte entre N1, Suez, Tractebel et Asia Brown Boveri, qui est suédois et suisse. J'ai donné, c'était le plus gros contrat jamais donné en Côte d'Ivoire. J'ai donné à Asia Brown Boveri. J'ai eu toutes sortes d'ennuis pendant 3 mois. Le président Bédier m'a dit que je ne peux pas mettre le pied en France. Donc, je n'accepte pas de leçons là-dessus. Je me suis exprimé par écrit sur mes sentiments vis-à-vis de la France. Je me suis exprimé par écrit sur le niveau de racisme intolérable en France. Je fais donc vous n'êtes pas l'homme de Macron. Dans le monde. Je suis l'homme de Macron. Macron, avant, c'est moi qui lui rendais service avec tout le respect que je lui dois. J'étais CEO bien avant qu'il occupe des fonctions. J'étais CEO en 2009, à 46 ans. J'étais CEO d'une des plus grosses sociétés de Grande-Bretagne. J'ai été président de l'association des assureurs britanniques. C'est la 3e industrie de Grande-Bretagne. J'ai été élu. Enfin, quand même. Alors, certains disent que la France. Certains disent que votre bagage ni pro ni anti-français. Je suis pour la Côte d'Ivoire. Et les pays étrangers, à l'extérieur du monde, on doit les utiliser
D'abord, il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où aller, c'est Sénèque. Hein. Bon. Il faut savoir ce qu'on veut et ensuite utiliser le reste du monde pour atteindre ses objectifs. Mais ça n'a pas de chance d'être parti français ou pro-français, moi je suis pro-côté.